Un jour, l'euro est entré dans notre vie. Pourtant, ça n'a pas été simple, et l'idée même d'une monnaie unique pour l'Europe a mis longtemps à s'imposer. Ça a été une affaire de volonté politique, et ça n'a pas été facile. Tout a commencé il y a 40 ans, ici même, sur cette place, dans les premiers jours d'hiver. Georges Pompidou et Willy Brandt, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Benelux. Un jour, dans 40 ans, ils seront 27 autour de la table. Pour l'heure, ils ne sont encore que 6 dans l'Union européenne. Ce jour-là, 1er décembre 1969, Pierre Werner, ministre des Finances luxembourgeois, annonce la création d'une monnaie européenne commune, création fixée à l'horizon 1980. Vous dites l'horizon 1980 reste fixé. Cela pour une monnaie européenne éventuellement? Oui, le cas échéant. Oui, oui. En tout cas, pour la fixité des parités entre les monnaies européennes, ce qui équivaut pratiquement à une monnaie européenne. Prévu 10 ans plus tard, ça va durer beaucoup plus longtemps. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Il y a eu des difficultés, des imprévus, des orages et des nuits blanches. Il y a eu aussi une poignée d'hommes et de femmes de grande volonté. Quelques-uns, peu nombreux. Cette longue aventure va durer 30 ans. En voici les moments décisifs et mémorables. Ce fut d'abord l'affaire d'un couple. Il fallait pour commencer que la France et l'Allemagne s'entendent bien, très bien même. Les débuts de la monnaie unique au milieu des années 70 sont d'abord celles du couple Schmitt et Giscard. À cette époque, dollars et pétrole font la loi, comme le marque lui-même agent d'une économie solide. Les autres monnaies européennes, le franc en particulier, comme la lire et la livre, ne cessent de dévaluer. Le marché commun est un casse-tête. Et les fans de l'Europe réclament cette fameuse monnaie commune qu'on leur a promis et qui ne vient pas. Tous les deux, ensemble, Schmitt et Giscard vont la relancer. À l'intérieur du marché commun, c'était invivable. Donc on s'est lancé dans la réflexion sur comment maintenir les monnaies européennes ensemble. Et on s'est partagé la tâche. Parce que le grand problème, c'était de convaincre les Allemands, notamment le patronat allemand et les banques allemandes et la Bundesbank, qu'il fallait abandonner le Deutschmark, ou en tout cas s'éloigner du Deutschmark. Ce qui était très, très difficile, parce que pour eux, c'était une monnaie forte, qui n'avait pas de problème et qui était un symbole. Le Deutschmark, pour les Allemands, c'était leur drapeau. Après la guerre, c'était ce qui les rendait fiers. Vergessen wir nicht, die D-Mark ist 1948 geschaffen. Le Deutschmark a été créé en 1948, avant la Constitution, avant le drapeau et avant l'hymne national. Et le Deutschmark est devenu par la suite le symbole de la résurrection allemande. Décembre 1978, à Bruxelles, réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Andreotti est déjà là depuis 10 ans, il y est pour longtemps. Lui, vraiment, il sait y faire. Ce jour-là, Helmut Schmitt et Valéry Giscard d'Estaing se préparent à faire au Conseil la proposition d'un système monétaire européen pour limiter les variations des monnaies entre elles. Nous avions un Conseil européen, et avant ce Conseil européen, je lui dis il faut que nous apportions au Conseil le dispositif opérationnel. Parce que si on le met en discussion, si chacun se met à donner son avis ou sa recommandation, le système sera très déformé. Il faut apporter un système. Donc voilà le système. Donc le système, c'était une monnaie centrale, une unité monétaire centrale. On gardait les monnaies nationales et on resserrait peu à peu l'écart. Pas simple, mais difficile d'aller plus loin pour comprendre. C'est affaire de spécialistes. C'est donc à l'issue de ce conseil que le fameux SME sera créé. SME, c'est-à-dire les initiales de Système monétaire européen. Un grand pas vers l'union monétaire. Je pense que sans lui, on n'aurait pas pu le faire. Il n'y aurait pas eu d'Allemand qui eut à la fois la conviction et la capacité d'influence et d'indépendance dont a témoigné Helmut Schmitt. Mais le beau temps ne va pas durer. Un an plus tard, c'est à nouveau invivable.
Crise du pétrole, crise économique. Rubbish. They're building factories and there's nobody in them. They're no unemployed, they're not employing any men at all. Hopeless. No future. Inflation, fermeture, licenciement et chômage de masse. En Europe, c'est chacun pour soi. Le chemin vers l'union économique et monétaire est perdu. Un petit poussé va en retrouver la trace. 7 ans plus tard, la crise est passée et les paparazzi dansent à nouveau à Bruxelles. Curieux ballet, curieux spectacle pour les membres de la Commission et pour Jacques Delors, son président depuis 1 an. Ils sont maintenant 12 pays dans l'Union. L'Europe est maintenant une affaire qui marche. On crée des emplois, la croissance remonte. C'est le moment de relancer l'union économique et monétaire. Merci beaucoup. Prudence et patience. Ne pas aller trop vite. Surtout ne brusquer personne. Les ministres allemands et anglais ne veulent pas d'une monnaie unique. Jacques Delors a une méthode. C'est celle du petit poussé. On ne peut pas tout obtenir ensuite, mais on sème des petits cailloux qui serviront ensuite. Un petit caillou qui n'a l'air de rien et n'effarouchera personne, c'est la création d'un comité, un comité spécial. Il faut en parler à Kohl. Kohl comprendra. Et donc, je suis allé le voir chez lui, à son domicile, avec Pascal Lamy. On a eu droit à une panche farcie de porc à l'allemande, dont il se régale, qui était très bonne d'ailleurs. Et là, on avait parlé de ce comité. Il m'a dit, je veux que ce soit toi qui le préside. Ça, c'est pas moi qui ai proposé. Et il me dit, comment vois-tu la composition? Je lui dis, il ne faut pas les ministres des Finances. Parce qu'ils ont trop d'arrière-pensées politiques en tête. Il faut les gouvernants de banque centrale. Ils sont plus malaisés à convaincre, mais c'est important. Mine de rien, Jacques Delors faisait ainsi de ses principaux adversaires des alliés. Son idée a plu à François Mitterrand. Et c'est ici, à Évian, sur les bords du lac de Genève, que tout va se régler entre Kohl et Mitterrand. C'était le 3 juin 1988, il faisait un temps absolument splendide. On était dans cet hôtel magnifique au bord du lac, donc c'était un... Et puis on était heureux, parce que Mitterrand avait été réélu, enfin, on avait tous beaucoup travaillé à ça. Et donc Kohl arrive un peu avant le déjeuner, et là, à l'apéritif, au bord du lac, dehors, c'est très doux, commence la conversation. Et là, immédiatement, Mitterrand a dit à Kohl, alors vous présidez l'Union européenne, enfin la communauté européenne, donc qu'est-ce que vous allez faire au Conseil européen de Hanovre, 3 semaines après? Et Kohl lui a répondu immédiatement, et, alors ça avait été préparé naturellement par des conversations, avec Jacques Delors aussi, avec Pascal Lamy. Kohl lui répond immédiatement, je suis d'accord François, c'est oui, je vais proposer de confier à Jacques Delors un rapport sur l'union économique et monétaire, comment y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire, et de faire acter ça au Conseil européen de Hanovre, donc 1 mois, 3 semaines après. Et depuis ce jour-là, Mitterrand, pour lui, il avait l'accord personnel de Kohl pour faire la monnaie unique. Wir hatten dieses Mal die Chance, keine Aufräumungsarbeiten leisten zu müssen. 3 semaines plus tard, au sommet européen d'Hanovre, c'est fait. Mais il fallait tenir compte du fait que certains voulaient aller très loin et d'autres moins loin. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde veut progresser vers l'union monétaire. Madame Thatcher a dit, après tout, il s'agit de savoir comment on va le faire. Oui, je dis, c'est bien ça. Le mandat du comité, ce n'est pas faut-il faire l'union économique et monétaire, mais comment la faire? La suite n'était pas prévue. Qui pouvait prévoir ce qui va se passer? Il n'était question jusque-là que d'économie et de monnaie. Et brusquement, à l'ombre du mur de Berlin, la question c'est comment fuir? Comment être enfin libre? À Berlin, Erich Honecker, chef de l'Allemagne socialiste, danse et ne comprend pas.
Depuis les dernières semaines de 1988 et pendant les mois qui suivent, les Allemands de l'Est manifestent qu'ils en ont assez. Ce système les étouffe. Il faut partir, chercher asile dans les ambassades étrangères. C'est le début de quelque chose. Mais de quoi? L'Europe est inquiète et d'un seul coup, Kohl ne parle plus de l'union monétaire. Que se passe-t-il derrière le mur? On sentait que le chancelier était accaparé par autre chose, évidemment. Dans les conversations entre Helmut Kohl et François Mitterrand, ces conversations en tête-à-tête qui étaient passionnantes, petit à petit, à la fin de l'année 88 et toute l'année 89, c'était mais qu'est-ce qui se passe à l'Est, dans les pays d'Europe centrale et orientale. D'ailleurs, François Mitterrand interrogeait beaucoup Helmut Kohl. Chaque fois, ils commençaient leur tête-à-tête par ces interrogations de Mitterrand. Dites-moi, Helmut, comment vous voyez les choses? Parce qu'ils étaient évidemment en première ligne, et puis Mitterrand savait très bien que c'était l'Allemagne de l'Est aussi, où les évolutions allaient inévitablement se produire. Constat de désaccord pour les 12 ministres des Finances de la CE, réunis hier et aujourd'hui près de Barcelone et chargés de faire avancer l'Europe monétaire et financière. En fait, le blocage est venu cette fois de l'Allemagne, qui semble s'être ralliée à la Grande-Bretagne pour s'opposer à l'harmonisation souhaitée par la France. Ainsi, le nouveau ministre des Finances allemand a-t-il dit non, ou presque, au traité sur l'union monétaire proposé par Jacques Delors, le président de la Commission de Bruxelles. On sentait Kohl plus évasif. Au fond, il fuyait le sujet. Alors, j'avais dit au président, il faut vraiment que vous arriviez à avoir une conversation avec lui, et avec lui personnellement, parce qu'on sent un blocage quand même ailleurs. Donc, d'où ce dîner, 3e semaine d'octobre à l'Élysée. Et là, Kohl commence à parler, mais Mitterrand lui dit, écoutez, voilà, Helmut, je voudrais que nous parlions de l'ordre du jour du prochain Conseil européen. Voilà ce que je compte faire en tant que président. Et il lui parle de la charte sociale, de l'union économique et monétaire. Bien entendu, il dit on va parler de la perspective de l'unification allemande, qui est là maintenant imminente, des conséquences que ça entraîne. On parlera la question des frontières, l'intangibilité, l'inviolabilité, mais je voudrais que nous parlions de l'union économique et monétaire. Et là, Kohl lui dit, Kohl tergiverse. On sent Kohl très gêné, en fait. Pas opposé, mais très gêné, voilà. Et ensuite, ils se sont séparés. Mitterrand vraiment était toujours très courtois, il l'est resté, mais il a marqué à Kohl que c'était vraiment, il ne démordrait pas de ça. Hein, il lui a dit, de toute façon, je poserai la question. Donc il faut que vous vous déterminiez. Voici ce qu'attendait Helmut Kohl. L'Europe entière regarde. C'est comme un rêve. Tout devient si facile, plus de murs. Enfin, un seul peuple, bientôt un seul pays, une seule Allemagne. Quand même, certains s'inquiètent. Für uns war der Europäische Rat in Straßburg letztlich ein Schockerlebnis. Pour nous, le choc, ça a été le Conseil européen de Strasbourg. Les Allemands ont dû, pour la première fois, c'était alors Hans-Dietrich Genscher, ils ont dû négocier le texte de soutien sur la réunification allemande. Et Genscher a négocié des heures et des heures et des heures. Au Conseil européen qui suit, l'ambiance est tendue, malgré les sourires. L'Allemagne est divisée, rassurer l'Europe. Mais une seule, l'Europe a peur d'une seule et grande Allemagne. L'Europe est inquiète. Il y avait deux meneurs dans cette bataille, presque germano-sceptiques. C'était Margaret Thatcher et Ruud Lubbers, le ministre hollandais. Les autres se cachaient plus ou moins. Même François Mitterrand, qui pourtant devait être l'arbitre qui présidait cette séance. Et il laissait s'installer un débat presque néfaste, beaucoup trop longtemps.
Dit oui à l'Allemagne et à l'Europe. L'idée de réunification allemande, avec ou sans l'Europe, triomphe dans toutes les manifestations de RDA. 67% des Allemands de l'Est sont aujourd'hui favorables à l'unité allemande et la majorité pense qu'elle est de toute façon inévitable. Réunification nouvelle formule, disent les modérés, opposée au retour à la réunification allemande dans ses frontières de 1937. Ou encore, RDA plus Allemagne fédérale égale Allemagne. L'unité allemande sera fédéraliste et s'appuiera sur les régions où elle ne sera pas. L'unité allemande sera intégrée à l'Europe où elle ne sera pas. Maintenant, les deux vont ensemble, l'union monétaire et la réunification allemande. Le chancelier est la star du moment. Mais le chancelier, bien que souriant, a encore des silences qui font peur. À Madame Thatcher, surtout. Helmut Kohl war damals in einer schwierigen Lage. war auf der einen Seite Kohl avait une obligation. Il voulait être sûr que ça marche. Kohl savait très bien qu'il aurait derrière lui les grandes forces politiques de l'Allemagne s'il faisait un parcours sans faute dans la perception allemande. Pas dans la perception anglaise, française ou quelconque, mais dans la perception allemande. Pour nous, c'était ça la clé. Je n'ai jamais douté, moi, ni de sa sincérité, ni de son engagement. Sauf que il avait alors autour de lui, son ministre des Finances, des forces politiques, des forces économiques et financières, la Bundesbank qui se mettait en travers. C'était pas rien. Les Allemands tiennent par-dessus tout, on le sait, à leur Deutschmark, premier symbole de leur force. Alors la question c'est comment faire ? Comment faire pour le protéger de mains peu vigilantes ou trop légères ? La monnaie, c'est une chose sérieuse quand même. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on en parle et qu'on négocie. Tous les ministres des Finances et les gouverneurs de banque centrale sont là. Après un an de réunions régulières, c'est un peu comme un club, on se salue amicalement, on aime à se retrouver. Pierre Bérégovoy, le français, on l'aime bien. Philippe Maystadt aussi, le ministre belge. Ils sont 12 à débattre, mais en fait la négociation se réduit le plus souvent à des face-à-face entre Allemands et Français. Lui, à droite, c'est le ministre des Finances allemand, Theo Wegel. Il ne cède jamais rien. Il est du genre « ce qui est à nous, ce qui est à vous, on va en parler ». La préoccupation des Allemands pendant toute la négociation était de s'assurer que la future monnaie unique serait aussi forte, aussi stable que leur Deutschmark. Les Allemands avaient la hantise de cette inflation qu'ils avaient connue entre les deux guerres et donc d'une monnaie qui se dépréciait continuellement. Donc, ils voulaient assurer la stabilité de la monnaie. D'où nos positions extrêmement dures sur l'indépendance de la Banque centrale, sur la séparation de la politique tout court et de la politique monétaire. Transformer le Deutschmark en monnaie unique européenne, c'était ça notre objectif. Mitterrand, il n'aimait pas trop cette idée d'indépendance de la Banque centrale. On n'était pas enthousiaste, c'était pas notre système, non plus que celui des Anglais, par exemple. Donc, c'était... Mais il disait, il faut en passer par là. Sinon, nous n'aurons pas la monnaie unique. En politique, il faut une vision, de la volonté et de la constance. Un détail apparemment simple demande parfois d'habiles manœuvres. Exemple. C'est un grand jour pour les paparazzi et pour Andreotti, le plus ancien des chefs d'État et de gouvernement. Mine de rien, cela fait 35 ans qu'il est là. Un peu plus voûté, mais toujours alerte, inoxydable. Helmut Kohl, en pleine forme, toujours souriant et toujours numéro 1 au hit parade. C'est Maastricht, résultat des travaux de la commission Delors. Tout est prêt. Tout, c'est-à-dire les règles, les critères et la méthode. 1 an de négociation. Aujourd'hui, il ne reste qu'un point, un seul point à régler. Il y a un point qui n'est pas réglé, c'est celui de la date
à laquelle commencerait la monnaie unique. Avec dans l'idée, si nous n'avons pas une date limite, alors il est possible que l'on reporte indéfiniment. C'est une idée sur laquelle il avait interrogé ses ministres les semaines précédentes. Et puis Mitterrand en a pu reparler. L'idée apparemment est dans l'air. Sur l'avion qui nous amenait à Maastricht, j'ai approché le Premier ministre italien qui était Andreotti et je lui ai dit, à mon avis, il manque encore une chose, c'est une date fixe. Andreotti m'a dit, mais est-ce que vous pensez que ça va être accepté? Je dis que je pense que oui, justement à cause de ces propos conjoints de Kohl et de Mitterrand. Alors il a dit, écrivez-moi une formule, ce que j'ai fait. J'en parlerai avec Mitterrand ce soir parce que je dînerai avec lui. Le lendemain matin, la séance s'ouvre, chacun se félicite des progrès accomplis, mais la proposition de la date butoir ne vient pas. Et donc nous commençons quelques-uns à être inquiets. Moi-même, je demande au Premier ministre belge, Wilfried Martens, de faire la proposition, mais il n'ose pas s'avancer. Et Pierre Bérégovoy vient me trouver et me dit, il faut absolument que quelqu'un mette cette proposition sur la table, nous devrions demander au président Mitterrand. Et Pierre Bérégovoy m'emmène et nous rencontrons à ce moment-là dans les couloirs le président Mitterrand et nous insistons pour qu'il propose de fixer, d'en traiter une date butoir. Et alors le président Mitterrand, assez extraordinaire, fait semblant d'être surpris, de réfléchir quelques instants et puis nous dit, mais si je proposais le 1er janvier 99? Ça nous paraissait excellent. La séance reprend et le président Mitterrand fait la proposition. C'est assez amusant parce que j'ai appris par la suite, et bien entendu, que cette date du 1er janvier 99, il l'avait déjà en tête depuis pas mal de temps et qu'il s'était mis d'accord la veille au cours d'un dîner avec M. Andreotti. Il s'était bien mis d'accord sur cette date du 1er janvier 99. Moi, je n'ai pas entendu ça. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de blablabla dans les couloirs. Donc, je n'ai pas entendu ça. Moi, pourtant, j'étais dans leurs entretiens, donc je pense qu'il a dû lui dire, comme ça, vraiment, dans le creux de l'oreille. Je pense qu'il a fait la même chose avec Kohl. Il y a un fameux mot de George Shultz sur Washington qui dit il avait été secrétaire au Trésor, secrétaire d'État. Il a dit à Washington, quand il a quitté Washington, il a dit à Washington, on peut tout réussir à condition qu'on ne prétende pas à la paternité des choses qu'on réussit. Et Andreotti connaissait ça très bien. C'était un coup de maître, parce que sinon la monnaie unique, on l'aurait entendu. Mais c'était un coup de maître. S'il n'avait pas imposé cette date, eh bien, jamais la monnaie unique ne se serait... Jamais, j'en ai l'absolue conviction, puisqu'on a vu ensuite combien ça a été difficile. En politique aussi, ça n'est jamais fini, jamais gagné. C'est souvent au lendemain d'un grand succès, on le sait, que des difficultés nouvelles se manifestent. 6 mois après la signature du traité de Maastricht, réunion matinale à Bruxelles. Lendemain de référendum, les visages sont fatigués. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les Danois ont dit non au traité. Pour les Français, c'est oui, mais du bout des lèvres. Un tout petit oui. En plus, des rumeurs de spéculation commencent à circuler. C'est inquiétant. En quelque sorte, il y avait un rempart autour du mécanisme de change européen, puisqu'on ne permettait pas de fluctuations de grande ampleur. Et donc, l'idée s'était accréditée qu'il y avait un trésor derrière le rempart, et qu'il suffisait de briser le rempart pour accéder au trésor, en faisant fluctuer largement les monnaies. Et donc, c'est dans ces conditions que nous nous sommes retrouvés avec de nouvelles spéculations. Ça n'a pas traîné. Toutes les monnaies y passent. La lire, puis la livre sterling sont attaquées. Maintenant, c'est au tour du franc. Réunion de crise pour ministres et gouverneurs. No comment. L'heure est grave, pas le temps de parler. Au même moment, Helmut Kohl et Joachim Bitterlich sont à Paris.
Nous avons été reçus par un président de la République qui n'était visiblement pas de bonne humeur. Et très vite, Kohl le questionnait sur ce qui se passait. Le président répondait, cher ami, les caisses de la Banque centrale française sont vides. Que faire? Et il nous expliquait ce qui s'était passé pendant les dernières heures. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone mobile ni d'Internet. Alors Kohl, à un moment, demande à François Mitterrand, « Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un téléphone que je pourrais utiliser? Je voudrais parler à la délégation allemande qui se trouve actuellement à Washington pour la session d'automne du FMI. » Et la délégation allemande étant restée à Washington, j'entre dans une discussion avec la délégation allemande pour analyser la situation et voir ce que l'on pouvait faire. Et donc nous avons eu une longue méditation. En fait de méditation, une négociation acharnée. Les Allemands, de la Bundesbank indépendante, alors côté français, il y avait à la fois la Banque de France et le Trésor, ont décidé de prêter, avec des limites, qui, elles, n'étaient pas publiques, évidemment, mais de prêter à la Banque de France les Deutschmark nécessaires pour qu'elle puisse les vendre, rachetant des francs et donc soutenant contre la spéculation le cours du franc. Le Deutschmark va sauver le franc. Pour le soutenir, la Bundesbank prêtera à la France 24 milliards de dollars, à rembourser bien sûr. Quand on croit que c'est fini, ça recommence. Il est si tentant de gagner des fortunes en jouant contre les monnaies. Résister aux spéculateurs coûta beaucoup de réunions et beaucoup de nuits blanches. L'une d'entre elles restera dans l'histoire. Un an a passé, et à nouveau la tempête s'abat sur le franc. Réunion d'urgence. Les spéculateurs savent que l'union monétaire réduira considérablement leur terrain de chasse. Alors ils font feu de tout bois. Mais cette fois, l'Allemagne, qui soutient le franc depuis un an, est au bout de ses efforts. L'Allemagne n'en peut plus. Et le jeudi, le ministre allemand des Finances, Theo Wegel, m'a appelé, puisque je présidais depuis quelques jours le Conseil ECOFIN. Theo Wegel m'a appelé pour me dire Philippe, c'est clair que à partir de la semaine prochaine, nous n'allons plus soutenir le franc français, donc il faut absolument se réunir pendant le week-end et trouver une solution. Et donc c'est à la demande de Theo Wegel que j'ai convoqué en urgence d'abord le comité monétaire et ensuite le Conseil ECOFIN. L'ambiance était assez lourde, notamment parce que le ministre de l'économie et des finances français, Edmond Alphandéry, avait dit tout haut ce qu'un certain nombre pensaient tout bas. Il avait dit que le problème, c'était pas la faiblesse des autres monnaies, que c'était la force du Deutschmark. Et il avait poussé le raisonnement jusqu'à dire, après tout, la solution, c'est que le Deutschmark sorte du système monétaire européen. Les Allemands restent sur leur position en disant nous n'allons pas pouvoir soutenir davantage, les Français n'ont qu'à dévaluer. Les Français disant non, il n'est pas question de dévaluer. D'ailleurs, ce n'est pas dans la perspective de la monnaie unique. Et puis après tout, ce n'est pas de notre faute. C'est plutôt aux Allemands à réévaluer. Donc on était dans une impasse. Et à un moment donné, je ne voyais pas d'autre solution que de dramatiser la situation. Et j'ai appelé deux collègues avec qui je m'entendais très bien, le ministre portugais et le ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, je vais annoncer au Conseil que c'est terminé, qu'on est dans l'impasse, et ça fera le plus mauvais effet. Ce sera la fin du système monétaire européen, et donc ce sera compris comme la fin de la marche vers l'union monétaire. Je vais annoncer ça, et je vous en prie, réagissez vivement et plaidez pour que tout le monde fasse un dernier effort. On rentre en séance, je fais l'annonce comme prévu, et puis à ma surprise, le premier qui demande la parole, c'est le ministre britannique, Kenneth Clarke. Et c'est Kenneth Clarke qui a fait un plaidoyer absolument vibrant pour qu'on évite
la crise du système monétaire parce que, a-t-il dit, ça compromettrait l'union monétaire. Il y a un petit nombre de jours, de nuits blanches qui sont historiques. Celle-là l'est certainement. Et il est remarquable que le chancelier de l'échiquier, Kenneth Clarke, effectivement ait dit « Je n'appartiens pas au mécanisme de change. Je ne suis pas concerné par votre propre méditation et vos propres discussions. Mais je considère qu'il est légitime, en tant que l'un des membres de cette réunion des ministres de l'économie et des finances, de l'ECOFIN, que je vous demande de bien réfléchir à ce que vous allez faire, parce que la décision que vous allez prendre a une portée historique monumentale. Et donc, réfléchissez. C'est vrai que ça avait de l'allure. Ça avait de l'allure. Ce sont des moments d'intense tension, parce qu'il faut intellectuellement être sûr qu'on a bien confronté toutes les solutions. C'est la raison pour laquelle cette nuit a été aussi extraordinaire, parce que toutes les solutions possibles ont été explorées pour être finalement considérées comme inopérantes, sauf celle qui a finalement été retenue à la fin de la nuit. La solution ? Il suffisait d'élargir les écarts autorisés entre les monnaies pour augmenter les risques et décourager la spéculation. Difficile à comprendre ? En tout cas, c'est simple, et ça marche, les spécialistes savent pourquoi. La politique, c'est aussi la constance. Savoir tenir, durer, résister au doute, à la fatigue. Kohl, lui, est toujours là, inusable. Mais depuis 25 ans que ça dure, on y croit moins. L'énergie des débuts a disparu, le doute s'est installé. Les marchés étaient très sceptiques. Les pays tiers n'y croyaient guère. Je me souviens à l'époque, quand j'allais aux États-Unis, c'était l'incrédulité. Personne ne croyait à une monnaie unique. J'étais présidente d'un cabinet d'avocats international basé à Chicago et nous consolidions nos résultats, les résultats d'environ 60 bureaux dans 38 pays du monde, en dollars. Et donc, l'arrivée de l'euro a été perçue par tous mes collègues, mon comité de direction, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de condescendance pour cette petite monnaie européenne qui était en train de naître. Et dans un monde très fortement dominé par le dollar, l'euro était considéré comme une espèce de contingence nécessaire puisqu'elle était voulue par les gouvernements, mais pas particulièrement utile. Donc c'était pas extraordinairement encourageant. Et là, je dois dire que Yves de Sylvier a eu une intuition géniale. Il a posé une question idiote à tout le monde, à laquelle on s'est trouvé nous-mêmes un peu bêtes de ne pas savoir répondre précisément. C'est au fait, que ça soit en 99, en 97, n'importe quoi. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous voyez les choses? Silence de mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau technique, qui fait les pièces, qu'est-ce qui fait les billets? Un partage des compétences entre qu'est-ce que fait la Banque centrale, qu'est-ce que doivent faire les États membres? Est-ce qu'on fait le Big Bang tout ensemble ou en deux étapes? Bon. En fait de Big Bang. Bonjour. Nouvelle journée de grève et de manifestation à l'appel de Force ouvrière. L'Europe subit une vague de colère populaire. Du mouvement dans le secteur public et au-delà. Colère des cheminots qui font grève dans toute la communauté pour défendre le service public. Colère des paysans, en Allemagne comme en France, contre la réforme de la PAC, contre la mise en jachère et l'obligation d'arrachage. Colère des pêcheurs, contre les désordres du marché, les restrictions réglementaires et les dettes qui montent. Avec 18 millions de chômeurs, l'Europe traverse une grave crise de confiance. C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'Union monétaire, car les Allemands ont peur pour leurs marques et veulent des assurances, des engagements fermes pour limiter les déficits publics. Bien sûr, nous avions vu certains progrès dans la culture de stabilité des uns et des autres, mais nous n'étions pas vraiment convaincus. D'où l'idée de ce pacte, qui est devenu le pacte de stabilité et de croissance. Mitterrand n'est plus là, et avec Chirac, ce n'est plus pareil. La confiance a disparu.
Chirac est un converti trop récent à l'union monétaire et les montres ne disent plus la même heure. Pour l'un, les déficits, c'est 2% du PIB. Pour l'autre, c'est 4%. Il y a du blocage dans l'air. La Commission, elle avait la formule de compromis dans la poche, mais on l'avait gardée jusqu'au Conseil européen pour permettre au président Chirac et au chancelier Kohl, en sortant des toilettes, en se lavant les mains, moi je me rappelle, j'étais assis, j'ai Tissa à côté de ça, en sortant des toilettes après le déjeuner, en se lavant les mains, avant de rentrer en séance, de se dire, écoute, Helmut, je ne me rappelle plus les chiffres, tu proposes 4, on propose 2, allez, on coupe la poire en 2. Nous étions 12 à négocier. Être 11 apparaissait comme étant un succès extraordinaire. Donc nous pensions nous allons être moins nombreux. Nous serons peut-être 7, peut-être 6, peut-être 5. L'idée même germait dans certains esprits qu'il fallait permettre à la monnaie unique de démarrer, même s'il n'y avait que 3 pays dans la monnaie unique. Et pourquoi pas même 2. Aujourd'hui, donc 25 mars, jour anniversaire de la signature du traité de Rome, la Commission européenne recommande que 11 États membres participent à l'euro à partir du 1er janvier 1999. Donc, ils seront 11 sur 12. Au fait, pourquoi ce nom? L'euro. Et pourquoi pas le nom imaginé 20 ans plus tôt? L'écu. L'écu de 1978, en 1995, il avait perdu 30% par rapport au Deutschmark. La vraie raison, c'est ça. C'était, on ne peut pas imposer aux Allemands un nom d'une monnaie qui signifie moins 30% par rapport, en 20 ans par rapport au Deutschmark. D'autres pays avançaient d'autres termes. On a parlé du florin en expliquant que, en fait, le florin était une dénomination qui avait été dans l'histoire utilisée dans plusieurs pays européens. Et finalement, ce sera l'euro, tout court, 30 ans après sa mise en chantier, à la date prévue. Il était temps. Champagne pour tout le monde. Pas facile. Non, j'ai ouvert des bouteilles de champagne dans ma vie, croyez-moi. On y arrivera. Mais c'est comme pour l'euro. Il en a fallu des efforts. Et si c'était à refaire, il faudrait le refaire. Souvenez-vous, c'était il y a longtemps sur cette place. Les premiers pas vers l'euro. So viel von uns.